Lui, là, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin était kabyle, comme tous les génies. Et là, en fait, il en a plus rien à foutre, il télécharge directement la vérité dans sa tête. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il est en train de procéder à un téléchargement de vérité directement dans sa tête. Et en fait, cette toile, elle est super subversive, pour autant qu'une toile du temps de Louis XV pouvait être subversive. Et en fait, il est en train de piétiner les bouquins, hein, c'est pas pour rire. C'est-à-dire que là, il en a plus rien à foutre. Il télécharge la vérité direct dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il utilise pour télécharger la vérité dans sa tête? Son cœur. Il utilise son cœur parce que déjà à l'époque, on savait que quand on aime quelque chose, on l'apprend plus facilement. En fait, on sait ça depuis très longtemps, c'est ça depuis l'Antiquité. Mais cette peinture le rappelle, c'est-à-dire que pour télécharger la connaissance directement dans son cerveau, il va utiliser sa passion pour la vérité. C'est de là que vient le mot aimant, en fait. Cette révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, légale, ce que vous voulez, dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours, systématiquement, inévitablement, par 3 étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme. Et la citoyenne dans tout ça, non, écoute, Bobonne, j'ai du travail, laisse-moi tranquille. C'est ridicule. Olympe de Gouges va être décapitée. Et elle va être décapitée au chef d'accusation qu'elle a tenté le coup d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est tout, bon, elle est décapitée direct. Donc on flirte avec le dangereux quand même. Mais après la décapitation d'Olympe de Gouges, une femme qui demande le droit de vote, on ne la décapite pas, on rigole. Donc c'est ridicule. 100 ans plus tard, 1889, c'est dangereux, qui va garder les gosses et faire la vaisselle. Parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions. Alors les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère et en dernier recours, on les tue. Un critère légal pour faire interner une femme en hôpital psychiatrique fin 19e, c'était lit des romans. Fin de la blague. Donc là, on est dans la période dangereuse. Et puis aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Bon, à part pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Cette vanne, je l'ai faite devant des préfets. Si vous me cherchez, vous me trouverez au club SM le plus proche. Tout ça pour vous dire que c'est pas synchrone. C'est pas synchrone. Il y a des endroits pour lesquels c'est ridicule, il y en a d'autres pour qui c'est évident. Et ça, c'est plutôt une opportunité, parce que si on devait changer le monde entier à la fois, ce serait sans doute trop compliqué pour ces révolutions. Et aussi bien une révolution technologique qu'une révolution politique, eh bien, parfois, il y a des zones géographiques pour lesquelles elle est évidente, il y en a d'autres pour lesquelles elle est dangereuse ou ridicule. Mais toutes les révolutions sont passées par ces 3 étapes. Toutes. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Abolissons l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. Que les femmes puissent porter des pantalons, ridicule, dangereux, évident. Demandez à Coco Chanel. Que les femmes et les hommes puissent assister à une conférence ensemble, ridicule, dangereux, évident. Le courant alternatif, qui alimente la totalité des appareils électriques de cette pièce. Eh bien, le courant alternatif, pour Thomas Edison, qui était quand même un type plutôt expert en courant électrique, eh bien, c'était dangereux. Thomas Edison, 19e siècle, début du 20e même, il a fait du lobbying pour prouver la dangerosité du courant alternatif qui avait été découvert par Nikola Tesla, qui entre-temps travaillait pour son concurrent, la société Westinghouse. Et justement, Thomas Edison a fait du lobbying pour que se faire électrocuter, ça se dise se faire Westinghouser. Il a même été jusqu'à électrocuter des chiens et des chats en place publique à New York avec du courant alternatif pour montrer que c'était dangereux. Et il a poussé le vice jusqu'à acheter un éléphant à la retraite d'un cirque pour l'exécuter par courant alternatif à New York. Donc, ridicule, dangereux, évident. Le problème, c'est qu'on passe directement de dangereux à évident. Donc le cynisme persiste. On oublie que la totalité des choses qui nous entourent, aussi bien la mixité de cette pièce que le courant alternatif, l'ordinateur personnel, etc., eh bien, on oublie que tout ce qui nous entoure est passé par ces 3 étapes. Pour nous, c'est évident. Mais à une époque, ça a été quelque part entre ridicule et dangereux. L'idée d'avoir des chaussures avec un pied droit et un pied gauche, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Bon. Et c'est la nécessité militaire qui l'a fait lentement évoluer. En fait, c'est tellement vrai, ces 3 étapes, ridicule, dangereux, évident, c'est Schopenhauer qui a lancé cette idée, en fait, et Gandhi aussi.
Eh bien, c'est tellement vrai que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. Dites-vous bien ça. Si une idée ne passe pas par ridicule, elle ne peut pas être révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. Hein. Et notre cerveau, en fait, quand il doit choisir entre une narration simple et fausse et une narration compliquée et vraie, en général, il va choisir la narration simple et fausse. Et si on en revient donc à la bouteille, eh ben, Rudiger Gamm, il l'attrape comme ça. Et comme ça veut dire qu'en fait, bon, ça, ce que j'ai montré, là, mon petit doigt, ça représente ce qu'on appelle la mémoire de travail dans notre cerveau. La mémoire de travail, c'est le post-it du cerveau. Ça sature à 15 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes? Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est débile de poser cette question en classe, parce que la mémoire de travail, elle sature très vite. Elle n'est pas là pour faire de la rétention à long terme. On a d'autres mémoires. On a la mémoire spatiale, dont on se sert pour savoir où on a garé sa bagnole. La mémoire épisodique, dont on se sert pour savoir ce qu'on a mangé le matin. La mémoire procédurale, dont on se sert pour faire un nœud de cravate, ou pour marcher, ou pour faire du vélo. Et ces trois mémoires, spatiale, épisodique, procédurale, elles ont une très bonne stabilité. On pourrait rajouter la mémoire olfo-gustative, qui est peut-être la plus stable de toutes et qui résiste même à Alzheimer. Eh bien, ces mémoires-là, ces gens-là ont tendance à les mobiliser pour faire leur calcul mental. Alors, le titre public de cette conf, c'était « Comment muscler son cerveau ?» La réponse, c'est qu'en fait, le cerveau n'est pas du tout un muscle et qu'on ne peut pas le muscler. Et en fait, pour moi, chaque penseur est un fruit. Voilà. Chaque penseur est un fruit. Il y a des pépins dedans. Moi le premier, Steve Jobs le premier, Pierre Rabhi le premier, ce que vous voulez. Chaque penseur est un fruit et simplement, il faut faire sa propre cuisine. Enlever la peau, les pépins, il y en a qui mettent la peau dans la compote, il y en a qui la mettent pas. Bon. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez abandonner. Voilà. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, si un projet que vous êtes en train de porter, que ce soit un projet associatif, entrepreneurial, politique, scientifique, ce que vous voulez, eh bien, si vous n'aimez pas ça, quand ça va devenir un peu trop dur, vous allez lâcher l'affaire. Et là, vraiment, ce qu'il dit, c'est si vous aimez ça, vous avez une capacité de tarte dans la gueule supérieure à la concurrence. Eh bien, en quoi aimer ce qu'on fait nous rend plus performants? Là, on est en train de réaliser un transfert de connaissances. Là, je vous donne de la connaissance, et vous êtes en train de me donner quoi en échange? De l'attention, très bien, et quoi d'autre? Du temps. Ce sont les deux ressources les plus fondamentales de l'existence humaine. Hein. L'attention est très, très importante, parce que si vous passez 20 ans dans le coma, on peut dire que vous les avez perdus, ces 20 ans. 20 ans dans le coma, c'est 20 ans perdus, essentiellement. Donc l'attention, c'est vachement important. Dans le coma, notre attention, elle est à 0. L'attention, ça se paye, ça vaut de l'argent. Ça vaut même beaucoup d'argent. Les gens qui vendent de l'attention aujourd'hui sont des gens ultra riches. Hein. Ils s'appellent Facebook, Google, Twitter, YouTube, qui appartient à Google. Les gens qui sont des dealers d'attention aujourd'hui sont des gens pleins aux as. Et Facebook vaut 5 fois Total en bourse parce que l'attention, ça vaut beaucoup plus cher que le pétrole. Quand vous vendez des barils d'attention, vous êtes plus riche que quand vous vendez des barils de pétrole. Sinon, Facebook ne vaudrait pas 5 fois Total en bourse. Et vous avez vu récemment le scandale de vente de données chez Facebook. Et les Américains ne disent pas « donnez votre attention », ils disent « pay attention ». On paye l'attention en anglais. Hein. C'est pas « donnez-moi votre attention », on dit « pay attention ». Payez-moi votre attention, parce que l'attention, ça se paye. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse de l'existence. Il n'y a pas de doute. Hein. Gandhi, quand il a renoncé à tous les biens matériels, la seule chose qu'il a gardée, c'est sa montre. C'est tout. Et il a même jeté la chaînette. Il a gardé une petite cordelette et il a gardé sa montre Ingersoll à $1 comme seul bien matériel qui l'a accompagné dans sa tombe. Quoi. Et d'ailleurs qu'il avait consulté peu de temps avant de se faire assassiner. Donc, l'attention et le temps. Il est impossible de télécharger de la connaissance dans sa tête sans avoir payé de l'attention et du temps. C'est pas possible. Par exemple, le signe égal, il a été inventé par un mathématicien écossais qui en avait juste marre d'écrire est égal à tous les jours. Et le gars, il remplissait des lignes de est égal à. Et ça le saoulait. Il disait, allez, on va mettre 2 lignes. Pas chier, quoi. Comment ça s'appelle quand on donne toute son attention et tout son temps à une personne? Comment on appelle ce phénomène? L'amour. Quand on aime quelqu'un, il est extrêmement facile de mobiliser des hâtes pour cette personne. Nos enfants, on les aime, c'est facile de leur donner des hâtes. Eh bien, c'est pareil pour une discipline. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez les maths, c'est très facile de leur donner des hâtes. Si vous détestez ça, ça va être compliqué. Ça signifie que l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Léonard de Vinci, il écrit clairement dans le Codex Atlanticus, si vous voulez apprendre quelque chose bien, efficacement, offrez-vous le luxe, il utilise le mot luxe, d'essayer d'aimer ça. Luxe parce que vous avez l'impression que ça va vous faire perdre du temps. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, moi je dois livrer quelqu'un demain, il faut que j'ai rempli ce dossier là. Oui, mais si vous avez le luxe
de trouver le temps d'aimer ça, ça vaut largement la peine parce que les mois suivants, vous allez apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps. Et oui, si vous avez 5 heures et que vous aimez ça, vous avez 5 hâtes. Si vous avez 5 heures et que vous n'aimez pas ça, vous avez peut-être un hâte, parce que votre attention sera à 20%, en moyenne. Alors que si vous aimez ça, votre attention va être à 100% pendant les 5 heures. Donc oui, mathématiquement, l'économie de la connaissance maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Et là, on voit en quoi aimer son métier rend plus compétitif, pour utiliser le terme.